Des millions de téléspectateurs l'ont regardé naître sous les projecteurs. Des années entières ont entretenu son image dans la mémoire populaire, et pourtant, au bout du chemin, il n'y a plus que le silence. Rien, ou presque, ne semblait pouvoir effacer l'empreinte laissée par Loana dans l'histoire de la télévision française. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la lumière d'un plateau ni le souvenir d'une victoire qui domine. C'est une inquiétude sourde, presque suffocante, autour d'un dernier adieu. Je crains le pire. Cette phrase, attribuée à une proche de ces derniers jours, suffit à elle seule à charger l'atmosphère d'un poids singulier. Pas besoin d'effets, pas besoin de musique, pas besoin de reconstitution tapageuse. Une seule formule, rapportée dans l'entourage, porte désormais plus de tension que tous les hommages en cascade. Et c'est précisément ce qui rend l'affaire si troublante. Car les obsèques de Loana, prévues le 10 avril à 11 h à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, ouvertes au public avant une crémation dans l'intimité, sont déjà entourées de crispations, de peurs et de non-dits. Plusieurs médias ont rapporté à la fois la date, le lieu de la cérémonie, et les inquiétudes grandissantes de proches qui redoutent un adieu conflictuel sur fond de tensions personnelles et de silence persistant autour de sa fille Mindy. Alors faut-il se demander si les funérailles de la mythique fille du loft risquent de devenir une nouvelle tragédie? La question peut sembler terrible, presque indécente, et pourtant elle s'impose. Parce que dans le cas de Loana, tout paraît depuis longtemps traversé par cette contradiction brutale entre l'exposition extrême et l'abandon, entre l'adoration populaire et la fragilité intime, entre l'icône fabriquée sous les caméras et la femme dont les dernières années ont souvent semblé se dérouler au bord du précipice. Sa disparition, survenue dans des circonstances qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets, a immédiatement réveillé non seulement l'émotion du public, mais aussi les fractures de ceux qui, de près ou de loin, ont gravité autour d'elle. Et plus la date de la cérémonie approche, plus cette crainte se précise. Et si le dernier hommage à Loana ne parvenait pas à rester un hommage? Et si ce moment de recueillement basculait dans un face-à-face de rancœur, de revendication de légitimité, d'amertume accumulée depuis trop longtemps? Pour comprendre pourquoi cette perspective inquiète autant, il faut revenir à ce que Loana représentait. Loana Petrucciani, née le 30 août 1977 à Cannes, n'a pas seulement été une personnalité médiatique parmi d'autres. Elle a été l'une des toutes premières incarnations d'une célébrité d'un genre nouveau. En 2001, lorsqu'elle remporte Loft Story, elle devient bien davantage que la gagnante d'un programme de divertissement. Elle s'impose comme la première immense star de la télé-réalité française, un phénomène national, un visage dont l'apparition coïncide avec un basculement culturel. Ce que la France voit alors à travers elle, ce n'est pas seulement une candidate, mais une promesse inédite. Celle qu'une inconnue puisse, par la seule force d'une exposition continue, entrer dans la vie de millions de gens et devenir un repère générationnel. Loft Story ne fut pas un simple programme. Ce fut un moment de rupture dans la télévision française, et Loana en fut l'emblème le plus éclatant. Cette place singulière dans l'imaginaire collectif demeure largement reconnue dans les rappels récents de son parcours. Mais la gloire fulgurante a parfois un envers plus sombre que sa promesse. Chez Loana, l'histoire publique n'a jamais cessé d'être traversée par une forme de vulnérabilité visible, comme si le triomphe originel contenait déjà les graines d'une longue chute. Le public l'a vu gagner, sourire, fasciné, mais il l'a aussi vu se débattre avec les conséquences d'une notoriété devenue lourde à porter. C'est peut-être ce qui explique la manière si particulière dont sa mort a été reçue, avec sidération bien sûr, mais aussi avec cette sensation diffuse qu'une part de la France télévisuelle venait de perdre l'un de ses visages les plus symboliques, peut-être le plus fragile, en tout cas l'un de ceux sur lesquels tant de projections avaient été déposées. Le 25 mars 2026, Loana a été retrouvée morte à son domicile de Nice. À ses côtés, son chien Titi, lui aussi décédé. La scène, d'une tristesse presque insoutenable, a immédiatement frappé l'opinion. Plus troublant encore, il a été indiqué que la mort remonterait à plusieurs jours avant la découverte de son corps. Ce détail, à lui seul, a fait naître une onde de choc. Comment une figure aussi connue, autant suivie et commentée depuis un quart de siècle, a-t-elle pu mourir dans un tel silence? Comment le temps a-t-il pu s'écouler ainsi avant que la découverte ne survienne? Et comment ne pas voir, dans cette temporalité retardée, le symbole glaçant d'une solitude devenue plus forte que la célébrité elle-même?
La découverte de son corps à Nice, plusieurs jours après son décès présumé, a été largement rapportée, tout comme la mort de son chien Titi dans le même lieu. Puis il y a eu l'autopsie, et avec elle, l'entrée de cette disparition dans une zone encore plus trouble. Les médecins légistes ont relevé une blessure à l'arrière du crâne, ainsi que des ecchymoses dans la région lombaire, le dos et les fesses, compatibles avec l'hypothèse d'une chute de sa hauteur. L'intervention d'un tiers aurait été exclue, mais la cause exacte du décès n'est toujours pas établie à ce stade. Le parquet de Nice a évoqué une mort peut-être d'origine médicale ou toxique, tandis que les analyses toxicologiques demeurent attendues. Autrement dit, la piste criminelle qui a, dans les premiers instants, agité les spéculations, semble avoir été écartée, mais le mystère n'est pas dissipé. Les blessures sont décrites, les constats médico-légaux sont connus, et pourtant l'essentiel manque encore. Qu'est-il arrivé exactement à Loana dans ces dernières heures? Pourquoi cette fin demeure-t-elle enveloppée d'une telle incertitude? Les éléments de l'autopsie et l'absence de conclusion définitive sur la cause du décès ont été rapportés par plusieurs sources récentes. C'est dans cet entre-deux, entre des faits établis et des zones d'ombre persistantes, que se prépare désormais le 10 avril. Une date qui, sur le papier, devrait être celle de l'apaisement, de l'hommage, de la décence retrouvée. Mais dans la réalité, il se pourrait bien qu'elle concentre toutes les tensions encore à vif. Des proches, cités par la presse People et relayés par des médias de divertissement, redoutent que ce rendez-vous ne se transforme en règlement de compte. L'expression est brutale, mais elle dit l'essentiel. Il y aurait autour de Loana un clan fragmenté, traversé d'inimitié, de rivalité, de ressentiments jamais purgés, au point que ses obsèques soient perçues non plus seulement comme un moment de recueillement, mais comme une scène potentielle de confrontation. Le risque, dans cette perspective, n'est pas forcément celui d'un incident spectaculaire au sens strict. Le risque est parfois plus insidieux. Des regards qui s'évitent, des présences qui s'imposent, des absences qui blessent, des paroles lâchées au pire moment, des postures qui paraissent récupérer la douleur plutôt que la partager. Les inquiétudes de proches quant à un adieu difficile ont été explicitement évoquées dans la presse ces derniers jours. Au centre de cette angoisse apparaît notamment Sophie, présentée comme la dernière compagne de Loana. Son nom revient avec insistance dans les récits entourant les derniers jours de la star, mais aussi dans les mises au point qui ont suivi sa mort. Sophie aurait publiquement rejeté certaines rumeurs, notamment celle selon laquelle Loana aurait été retenue ou séquestrée à son domicile. Rien que l'existence de telles rumeurs montre à quel point la disparition de Loana a été immédiatement aspirée dans une spirale d'interprétation anxieuse et de soupçons. Quand une personnalité publique meurt dans des circonstances incomplètement éclaircies, l'imaginaire collectif tend souvent à vouloir combler le vide, à fabriquer une version plus nette que la réalité. Or ici, tout résiste aux certitudes trop rapides, et c'est précisément cette résistance qui nourrit la peur. Si Sophie redoute le pire pour les obsèques, est-ce parce qu'elle craint d'être désignée, attaquée, mise en cause? Est-ce parce qu'elle redoute des tensions avec d'autres proches de Loana? Est-ce parce qu'elle sait à quel point certains non-dits peuvent exploser lorsque la principale intéressée n'est plus là pour parler? La presse a rapporté que son entourage craignait le pire pour le jour des obsèques, même si les ressorts exacts de cette inquiétude restent décrits de manière générale plutôt que documentés dans le détail. Cette peur gagne d'autant plus en intensité qu'elle s'articule avec un autre silence, celui de Mindy, la fille de Loana. Son absence de prise de parole publique est devenue l'un des points les plus scrutés de cette séquence. Des proches ont indiqué n'avoir pas de nouvelles d'elle, et plusieurs médias ont rapporté qu'au moment où les détails des obsèques étaient annoncés, sa présence n'était pas confirmée. Le public, lui, semble s'être accroché à l'idée qu'elle pourrait apparaître à Nice pour rendre un dernier hommage à sa mère. C'est une attente profondément humaine. Dans tout drame familial ou médiatique, la figure de l'enfant concentre souvent l'espoir d'un recentrage, une vérité affective plus simple, moins contaminée par les récits concurrents. Mais ici, le silence de Mindy ouvre lui aussi une brèche. Que signifie-t-il? Une douleur trop lourde pour être exposée? Une distance installée depuis longtemps? Une prudence absolue face à la déferlante médiatique? Quelle que soit la réponse intime, son absence de parole est déjà devenue un fait social, commenté, interprété, amplifié. Plusieurs articles ont rapporté que l'entourage disait ne pas avoir de nouvelles d'elle au moment de l'annonce des obsèques. Il y a dans cette tension autour de Mindy
quelque chose d'extrêmement révélateur du destin de Loana. Toute son existence publique a été racontée comme un feuilleton émotionnel où les épisodes personnels, les blessures intimes et les moments de rupture étaient régulièrement absorbés par le commentaire public. Même aujourd'hui, alors qu'il devrait s'agir d'abord de deuil, l'attention se déplace vers la distribution des présences et des absences, comme si chacun tentait d'y lire la vraie carte des liens, des fidélités et des fractures. C'est là l'une des cruautés propres aux célébrités populaires. Même le silence des proches ne leur appartient plus entièrement. Il devient lui aussi matière à récit. Dans les coulisses de l'organisation des funérailles, un autre nom surgit, celui de Sylvie Ortega. Elle a affirmé avoir parlé avec Loana quelques jours avant la découverte du drame. Ce simple détail suffit à donner à sa présence un relief particulier. Carrie Fedel, en apparence, l'une des personnes susceptibles de détenir une trace des derniers échanges, du dernier état d'esprit, des derniers signes envoyés par Loana avant que tout ne bascule. Sylvie Ortega est également mentionnée parmi les personnes impliquées dans l'organisation des obsèques, aux côtés d'Alexia Laroche-Joubert et de Stevie Boulet, qui en financerait une partie selon les récits médiatiques récents. Là encore, le symbole est fort, car Alexia Laroche-Joubert et Stevie Boulet ne sont pas n'importe quel nom dans l'histoire de Loana. Ils renvoient directement à l'univers de Loft Story, à la matrice originelle de sa célébrité, à cette époque où tout a commencé. Que ces figures soient aujourd'hui associées à son dernier adieu dit quelque chose de la persistance de ce lien entre l'icône de 2001 et le présent tragique de 2026. Le rôle attribué à Sylvie Ortega et la participation évoquée d'Alexia Laroche-Joubert et de Stevie Boulet ont été rapportés dans la presse ces derniers jours. Mais cette implication soulève aussi une question plus vertigineuse. À qui appartient la mémoire de Loana? À sa famille? À ses amis proches? À ses anciens compagnons d'aventure télévisuelles? À ses partenaires des dernières années? Au public qui l'a porté puis regardé vaciller? Dès lors qu'une figure devient un symbole national, son histoire cesse en partie d'appartenir à un seul cercle. C'est peut-être cela, au fond, qui rend les obsèques de Loana si sensibles. Elles n'ont plus seulement la charge d'un adieu privé, elles portent le poids d'un personnage collectif, d'une mémoire partagée, d'une époque entière. Et lorsqu'autant de regards s'y déposent, le moindre désaccord devient plus qu'un conflit personnel, il prend la dimension d'une lutte pour imposer une version du récit. Loana a longtemps incarné à elle seule le paradoxe de la télé-réalité. D'un côté, elle fut la victoire absolue de ce format. Une inconnue devenue immense vedette en quelques semaines, un visage immédiatement reconnaissable, une femme dont le prénom seul suffisait à résumer un tournant culturel. De l'autre, elle est aussi devenue l'une des figures les plus fréquemment citées lorsqu'on évoque la violence de la célébrité soudaine, la fragilité des trajectoires nées sous les caméras et l'incapacité des systèmes médiatiques à accompagner durablement ce qu'ils propulsent. Le cas Loana n'est pas seulement sentimental, il est presque structurel. Il raconte autant une personne qu'un dispositif. Il raconte la fabrication du mythe et l'usure qui vient après. Il raconte la fascination pour l'intimité exposée et l'abandon qui suit lorsque l'exposition n'offre plus la même intensité. N'est-ce pas là, d'ailleurs, ce qui rend son histoire si douloureusement contemporaine? À l'époque de Love Story, le public découvrait un monde nouveau, celui de gens ordinaires devenant des stars à force d'être regardés. Aujourd'hui, cette logique s'est démultipliée avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les formats de confession permanente. En ce sens, Loana n'a pas seulement été la première star de la télé-réalité française. Elle a été une préfiguration, une sorte de prototype émotionnel de notre rapport moderne à la célébrité. Nous l'avons regardée, suivie, commentée, parfois jugée, souvent plaintivement observée. Mais avons-nous compris ce que cette exposition coûtait à l'être humain derrière l'icône? Voilà l'une des questions qui traversent toute cette affaire, même lorsqu'elle n'est pas formulée frontalement. Et c'est pour cela que le 10 avril dépasse déjà le simple cadre d'une cérémonie funéraire. Ce jour-là, à Nice, ce ne sera pas seulement une femme qui sera accompagnée vers sa dernière demeure ou vers la crémation conforme à ses volontés. Ce sera aussi tout un pan de l'histoire de la télévision française qui se retrouvera rassemblé, physiquement ou symboliquement, au même endroit. Des proches, des anciens de la grande époque, des anonymes devenus admirateurs de longue date, des curieux, peut-être des fans venus dire adieu
à celles qui avaient marqué leur jeunesse. La cérémonie étant annoncée comme ouverte au public, elle risque naturellement d'amplifier encore la charge émotionnelle et la complexité logistique du moment. Cela ajoute une autre tension. Un adieu public n'est jamais un adieu tout à fait simple, surtout lorsque les frontières entre intime et médiatique ont été brouillées pendant 25 ans. Les informations disponibles indiquent bien que la cérémonie religieuse sera ouverte au public avant une crémation plus intime. On comprend alors pourquoi certains proches évoquent, en coulisses, la peur d'une cérémonie difficile. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des scènes de scandale visibles pour mesurer ce que cela veut dire. Une cérémonie difficile, c'est parfois un enchaînement de signes minuscules, mais terribles. Une place contestée, un regard refusé, une parole prononcée au nom de quelqu'un d'autre, une photo prise au mauvais moment, une déclaration à la sortie de l'église qui transforme le recueillement en épisode supplémentaire de saga médiatique. Une personne qu'on estimait légitime et qui ne vient pas. Une autre qu'on juge déplacée et qui s'impose. Une émotion réelle, sincère, engloutie sous les calculs de visibilité ou les rancœurs anciennes. Et dans une histoire comme celle de Loana, où tant de monde se croise, famille, amitié, anciennes collaborations télévisuelles, compagnes ou compagnons des différentes périodes, cercle des fans, chroniqueurs, presse people, le moindre déséquilibre peut devenir explosif. Faut-il pour autant céder à la dramaturgie facile et considérer d'avance que ce dernier adieu sera un chaos? Non. Ce serait déjà commettre une injustice supplémentaire à l'égard de Loana. Mais il serait tout aussi naïf de nier le climat décrit par ceux qui suivent l'affaire de près. Ce climat est réel, même si ses contours exacts restent partiellement flous. Il repose sur des éléments convergents. Les circonstances encore incomplètement éclaircies du décès, les blessures relevées par l'autopsie sans conclusion définitive, l'angoisse exprimée par des proches, les rumeurs démenties, le silence de Mindy, l'implication de figures diverses dans l'organisation et le financement des obsèques, et l'impression générale d'un entourage peu uni. Pris ensemble, ces faits ne prouvent pas qu'un drame aura lieu lors des funérailles, mais ils suffisent à installer une inquiétude authentique.